Digital Congo, télévision et FM, un nouveau numéro du magazine Entretien. Ce soir, on reçoit pour vous Monsieur Laurent Mavinga, qui est responsable de la communication, collaboration, apprentissage et adaptation à l'activité de soutien aux forêts et à la biodiversité de l'USAID. Monsieur Mavinga, bonsoir et bienvenue chez nous. Bonsoir madame. Et en même temps, merci d'avoir répondu à notre invitation. Avec vous, on va parler de l'après-COP26. Quel est le rôle que devraient jouer les médias pour que la RDC joue pleinement ce rôle de pays solution, mais aussi et surtout, quelle politique mettre en place pour que les médias congolais s'approprient réellement les questions liées à l'environnement. Alors, les défis de la communication en matière de l'environnement au lendemain de la COP26, que reste-t-il dans l'opinion de la COP26? Pas grand-chose, madame. Pas grand-chose parce que le COP26 ou la COP26 a été d'actualité avec la participation du président de la République qui a positionné la RDC dans le cadre de la diplomatie environnementale comme étant le pays solution au regard de l'immense potentialité que la RDC regorge en matière de forêt. Faudrait rappeler qu'au stade actuel, la RDC est dans les 3 Big Four en matière de forêt. Il y a le bassin du Congo où la RDC a presque les 2/3. Vous avez le bassin de l'Amazonie, le bassin de l'Indonésie, mais aujourd'hui, la RDC, je crois, serait la 2e ou la première, devrait avoir la 2e ou la première place par rapport à ça. Donc, la question a été analysée et étudiée en termes d'actualité. On en a parlé, mais l'actualité n'existant plus par rapport à cela, le sujet n'est resté qu'un fait divers dans l'échiquier médiatique congolais. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas, au stade actuel, au niveau de l'échiquier médiatique congolais, un pool de médias environnementaux ayant une certaine stratégie pour pouvoir faire de la question de forêt, de la biodiversité, de la terre, disons de l'environnement et des ressources naturelles comme étant un pilier stratégique évident. Il existe certes certains médias, Environ News pour ne pas les citer, Tropicana TV et d'autres chaînes de télévision comme Digital et Bioan pour ne pas les citer, qui disposent en leur sein des unités, des programmes. Mais lorsqu'on regarde en gros la question de l'environnement et des ressources naturelles ne fait pas partie ou ne constitue pas au stade actuel un sujet ou une thématique suffisamment bien développée dans nos médias. C'est ce qui fait que lorsque un sujet lié à l'environnement passe par l'actualité, tout le monde en parle dans un angle d'actualité, mais pas dans la thématique proprement dite. Je vous donne un exemple, c'est qu'actuellement le Madagascar est en train de vivre une catastrophe écologique extraordinaire. Avec le cyclone. Avec les cyclones, tout ça. On les analyse dans nos médias, dans les faits divers internationaux, comme étant un sujet d'actualité. Mais le cyclone lui-même, la situation du Madagascar lui-même, avec le courant de Mozambique, quid de ces analyses-là et comment analyser cette problématique-là à l'aune de nos propres inondations, à nos propres catastrophes naturelles que nous avons au Congo. Ce sont ces liens-là, souvent, qui manquent et ce sont les défis que nous avons en RDC. Et c'est pour plusieurs raisons. Oui, mais parmi ces raisons-là, il y a la population elle-même qui est censée consommer ces programmes-là, qui n'est pas du tout intéressée. Je veux faire partager ici le rapport d'une ONG internationale qui a enquêté sur les médias sud-africains et même brésiliens, où les médias se plaignaient que la grande partie de la population n'était pas du tout intéressée par les questions liées à l'environnement. C'est là où je parle du contexte socio-anthropologique, madame. Le contexte de la RDC est très différent du contexte sud-africain ou du contexte brésilien. Même la perception des médias, que les médias ont d'eux-mêmes et que les populations ont des médias sont fondamentalement différentes de la RDC.
Pour le cas de la RDC, je crois, d'abord pour le cas de ces pays-là, ce sont des pays people, où ils sont plus dans des téléréalités, ils sont plus dans des novellas, ils sont plus dans des débats politiques un peu comme nous, mais les questions les plus basiques liées à l'environnement, tout ce qui est cadre de gestion environnementale existe dans ces États-là, ce qui n'est pas le cas de la RDC. Et l'autre difficulté ou l'autre problématique qu'il faudrait comprendre, c'est que nous, qu'est-ce qu'il y a dans nos médias, madame? Qu'est-ce qu'il y a dans nos médias? Une petite analyse sommaire sur les médias que nous avions effectuée démontre ceci, qu'en termes d'offres programmatiques, la question de l'environnement ne représente en soi qu'une moyenne de 3 à 5% des programmes. Donc, quand vous avez la grille des programmes, vous verrez que vous avez une émission de 30 minutes avec une rediffusion de 30 minutes. Sur 12 digital, c'est 24 heures sur 24. Donc, disons, sur 24 heures de diffusion, multiplié fois 7, vous avez en soi que des émissions à caractère environnemental, c'est 45 minutes multiplié fois 2. Ça fait 90 minutes. Donc, c'est cet élément-là qu'il faut tenir compte. Et deuxième élément, c'est même le contenu de ces émissions-là, qui, dans la plupart des cas, se limite aux questions de l'assainissement. Et alors que l'assainissement dans le contexte quinois, certes, c'est la problématique la plus relevante en matière d'environnement au niveau Kinshasa. Mais quand vous regardez dans tous les 2 345 000 km² que nous avons, la question de l'assainissement, elle est mineure par rapport. C'est une petite composante. C'est une petite composante par rapport à la question de la politique forestière, de la conservation de la biodiversité, de la gestion des terres. Donc, et puis vous avez en plus le profil. Quel est le profil des journalistes en matière environnementale? Il y a aussi un souci de profil. Pourquoi, madame? Parce que aussi ces journalistes sortis des universités congolaises viennent avec ce que moi j'appelle un déficit congénital. C'est-à-dire quoi? C'est que dans nos universités, que ce soit l'IFASIC, que ce soit les facultés des SIC, des sciences de l'information et de la communication de l'UPN, de l'université de Kinshasa ou de l'université de Lubumbashi ou les facultés catholiques de Kinshasa, l'université catholique du Congo, le vrai problème, c'est le module, le cursus de formation de ces journalistes est basé plus sur le profil attaché de presse chargé de communication. Mais lorsqu'on veut entrer dans la problématique, par exemple, de l'environnement ou dans ces thématiques comme la criminalité phonique, comme les systèmes de marché inclusif, comme la foresterie communautaire, s'il y a des soucis, il y a des gaps qui existent en matière de formation. Et pour ajouter encore à ces problématiques, à ces déficits qui font que le média n'arrive pas à traiter la question de l'environnement comme tel, mais il y a aussi le statut du journaliste au niveau du conseil de rédaction. Nos médias, pour la plupart, vivent dans les systèmes de autoprestation des services. Donc, le journaliste doit créer ses relations, doit créer ses partenariats et venir avec la matière, payer à la station la diffusion de ces matières et avoir le peu qui lui reste pour s'autofinancer. Donc, ce qui fait que même pour inviter, pour la plupart des cas, pour avoir un invité des spécialistes qui devraient venir parler de ces éléments-là, la chaîne, du moins une grande partie des chaînes, exige que ces personnes-là payent. Donc, on suppose ou on impute aux journalistes les préjugés sur lesquels, lorsqu'un invité arrive, c'est qu'il a donné quelque chose. Donc, à la fin, le journaliste se retrouve dans des situations où il ne sait pas avoir les experts pour venir discuter de la matière parce que ces experts-là, eux, ils peuvent pas payer. Donc, la position même aussi du journaliste dans le conseil de rédaction le fragilise et ne permet pas à ce que les contenus soient de qualité. Et puis, à la fin, c'est aussi quelque part le manque de l'audace, madame. L'opinion publique, on la crée. L'opinion publique, on la cristallise sur des thématiques. La RDC, voulons être, ou c'est prévalent d'être l'État solution, une stratégie devrait accompagner cette vision-là. La stratégie devrait être, oui, nous voulons devenir, nous nous prévalons d'être l'État solution, mais derrière, qu'est-ce qu'il y a? Quelles sont les réformes structurelles qui doivent être menées en matière de médias
des communications. Alors là, vous anticipez même sur la prochaine question. Mais là, j'aimerais déjà fixer l'opinion qui nous suit en ce moment. Vous venez là de faire votre lecture à vous par rapport aux médias congolais, la manière dont les questions environnementales sont traitées sur les médias congolais. Alors, comment faire pour renverser la tendance? Il faudrait, madame, que les choses doivent être menées d'un point de vue, disons, double tango. Premier pas, c'est le court terme, c'est-à-dire du point de vue conjoncturel, mettre en place un certain nombre de mesures. Et puis, l'autre pas, l'autre tango devrait être du point de vue structurel, c'est-à-dire développer des stratégies à moyen terme et à court terme. Je veux m'expliquer. Au niveau du court terme, ce qui devrait être fait actuellement, c'est au niveau de ce qu'on appelle les corporations. Il y a une corporation de médias environnementaux qui existe. Ces corporations, elles sont bonnes, elles permettent aux journalistes de se mettre ensemble, de se partager les informations, mais ces corporations devraient nécessairement devenir des plateformes d'apprentissage mutuel. Je donne un exemple. Vous pouvez avoir un collègue qui travaille bien. Je vais citer les noms, si vous les autorisez. Mais bien sûr, allez-y. Oui, je donne un exemple. Je connais Bibi Sungoa, qui est au niveau de Biwan. J'ai vu le reportage il y a des années sur la mission des tourbières. Quand vous rentrez à Kinshasa, il y a une autre personne, par exemple, Madame Iragi, qui est au niveau de Top Congo, elle n'a pas participé à la mission. Donc, on suppose qu'au niveau de la corporation, il faut créer des mécanismes qui permettent à ce que les collègues qui sont en connexion avec des partenaires, qui bénéficient des missions de terrain, qui bénéficient de formations sur des thématiques bien déterminées, que ces collègues-là puissent devenir de pairs formateurs pour les autres collègues. Ceci permettrait d'avoir une baseline, une sorte de niveau de référence en matière de traitement, de diffusion, mais aussi d'analyse de l'après-diffusion de l'information. Or, ce qui se passe aujourd'hui au niveau de la corporation, c'est un peu comme lorsqu'on était enfant, on jouait au football, c'est que quand moi j'ai la balle, je la garde pour moi. Alors que nous n'avons rien à gagner si on arrivait à partager l'expertise. Il faut déboucher sur une prospérité partagée en matière de connaissances. Et cela va même faciliter qu'on ait tous la même perception de choses concernant les questions environnementales. Non seulement la perception, mais aider les gestionnaires de chaînes de comprendre que l'environnement, les ressources naturelles sont une thématique porteuse d'audience. Mais non seulement d'audience, mais aussi sont porteuses aussi des revenus. Parce qu'aujourd'hui, et pourtant on dit que c'est pas vraiment rentable. Non, c'est faute de ne pas essayer. C'est faute de ne pas développer des contenus de qualité. On peut développer des contenus de qualité sur des problématiques très simples. Weranson, dans son album Kubisan Pipa, il dit Ozali Kitoko Lokola Okapi n'a pas Kavirunga. Les gens ont crié. J'étais parmi ceux-là qui ont crié pour dire vraiment, il n'y a pas l'Okapi, c'est à la réserve de faune Okapi, mais on oublie que l'Okapi est dans la réserve de faune Okapi. On a des indices d'Okapi dans le parc national de la Lomami, mais aussi dans une partie du parc de Virunga. Beaucoup de gens ne le savent pas. Beaucoup de gens ne savent pas, par exemple, que les gorilles de Grara ne sont qu'au parc national de Kaozi-Biega. Si au niveau des médias, par exemple, on développait une tranche qu'on appellerait « Saviez-vous » juste donner cette information-là, on apprendrait beaucoup. Donc, il y a aussi une opportunité de créer de la richesse au niveau de la station, si on a des programmes environnementaux, parce qu'en ces moments-là, vous pourrez avoir des partenariats. Vous pouvez développer des partenariats avec des sociétés savantes, avec des centres de recherche, avec des universités, même aussi avec des organisations de conservation et de développement qui sont sur le terrain, qui seront attirés par la qualité de vos programmes, et en ces moments-là, ils viendraient proposer des prestations, des services, et vous mettrez sur pied des partenariats. Mais vous ne faites absolument pas grand-chose. Et quel est ce partenaire qui viendrait vous voir pour dire faisons ensemble? Le partenaire va vous appeler juste pour la diffusion de son information, et puis c'est fini. Donc ça, c'est au niveau du court terme. Au niveau du long terme, madame, nous devons, je crois que le programme CARPE, Central Africa Regional Programme for Environment, a commencé à le mettre en place dans d'autres pays. On a des partenaires comme US
Forest Service qui soutient, par exemple, au Cameroun et au Rwanda, des programmes de réforme du cursus universitaire. Et ici aussi, des réflexions sont suffisamment avancées dans ce sens-là sur des problématiques comme les droits environnementaux, les droits miniers, la communication environnementale, la criminalité phonique. Il y a des réflexions qui sont suffisamment avancées au niveau du programme CARPE pour accompagner le gouvernement de la République démocratique du Congo à développer une réforme du cursus universitaire. Pourquoi, madame? Parce que, on commençait d'abord par l'école primaire. Je vous donne un exemple. Les livres que nous utilisions, Ce monde est merveilleux. Ces livres-là, c'est depuis les années... Moi, j'ai fini l'école primaire en 89. Jusqu'à présent, ces livres n'ont pas été modifiés. Il y a toujours d'actualité. C'est toujours d'actualité. Est-ce que les contenus qui existaient dans les années 80 est-il toujours pertinent par rapport aux années 2021? Est-ce que, au niveau de la vision qu'avaient les centres de recherche pédagogique financés par le père de Scut, correspond-elle toujours aux réformes qui sont mises en œuvre en matière de l'éducation? C'est ça les questions que nous avons. Vous avez des populations qui habitent autour des aires protégées, que ce soit au niveau de, par exemple, les populations qui sont en Monkoto, au niveau du parc national de la Salonga, sont-elles suffisamment outillées, ces élèves-là, sur les enjeux écologiques, économiques et sociaux de l'aire protégée dans laquelle ils vivent? Ça, c'est une question. Donc, il est nécessaire et important qu'au niveau même de l'école primaire, nous puissions avoir un programme où nous puissions avoir des réformes au niveau de l'éducation environnementale. Il n'est pas nécessaire que nous puissions en savoir autant sur Manguru Keïta, sur le royaume, sur l'empire Soso ou l'empire Mandingue. Il n'est pas nécessairement important que l'on sache tout sur Napoléon Ier. Ce n'est vraiment pas relevant au stade actuel. Mais il est extrêmement important qu'on sache qu'avec la matière, avec les déchets organiques, on peut créer des alternatives au charbon de bois, on peut créer du charbon vert qu'on peut utiliser. Il est nécessairement important qu'on sache que le fleuve Congo s'appelle d'abord le Lualaba et que le fleuve Congo constitue un cours d'eau qui ne peut être à court d'eau parce que à cheval entre les deux hémisphères. L'Obangi au nord et le Kasaï au sud fournit en double cadence les eaux au niveau de l'embouchure. Donc il y a tous ces éléments qui doivent être connus. Et pour que ces éléments doivent être connus, on doit commencer par la base. La base, c'est l'éducation de base. Nous allons en secondaire et puis après, nous allons à l'université. Il faut que ces pays solutions que nous sommes en train de nous prévaloir doivent être accompagnés des réformes qui réellement donnent corps à cette vision. Sinon, elle ne serait que comme l'échangeur délimité. Il est là, on le voit, mais... Alors, comme on fait un focus sur la presse, alors, je vous ai suivi religieusement. Ce que je comprends, c'est que tout journaliste n'est pas appelé à parler des questions environnementales. Il faut au préalable être formé, c'est ça? Oui, madame. Tout journaliste n'est pas appelé à être spécialiste. Le journalisme, c'est un peu comme les sciences médicales. On est généraliste, mais on est spécialiste dans quelque chose. Moi, je me souviens, enfant, j'ai découvert la voix de Mwanda Makosso. Mwanda Makosso. Il parlait de la guerre de l'Irak. Je ne comprenais pas grand-chose, madame. Mais je comprenais simplement que l'Irak était en guerre avec les États-Unis et qu'il y avait la question de pétrole là-dedans et consort. Il y avait aussi la question de religion, en guerre, l'Iran, tout ça et consort. Donc, cette expertise, elle s'acquiert. C'est comme je vous l'avais dit, aujourd'hui, le cursus universitaire en matière de formation journalistique forme de généralistes, pas nécessairement des spécialistes. Et les gens deviennent spécialistes en journalisme, en communication environnementale sur l'État. Donc, je pense qu'une des choses ou une des réflexions qui sont menées par des partenaires techniques et financiers comme le programme CARPE de l'USAID, c'est de voir dans quelle mesure aider en matière de communication environnementale qu'on puisse avoir des filières
Ok, pour outiller des journalistes. Et même si ces filières-là, même si on ne sait pas avoir une filière proprement dite, on pourrait avoir des centres d'excellence qui permettraient à Madame Rita, à X ou Y de pouvoir y aller. Un peu comme on a lycée à l'Institut congolais de l'audiovisuel, ou comme on a l'INPP. Donc, ce sont des réflexions qui sont menées pour voir dans quelle mesure ces genres d'opportunités pourraient être mises en œuvre pour permettre vraiment la capacitation. Et lorsqu'on sort de l'université, on dit, je suis expert en communication, mais communication environnementale. Je suis expert en droit, mais le droit, c'est le droit minier, c'est le droit environnemental, c'est le droit forestier. En ce moment-là, lorsque la personne vient vous parler de la problématique de forêt, elle le parle sur base de tous les éléments du cadre juridique, légal, réglementaire qu'il maîtrise nécessairement. Mais à part la formation, il y a aussi des prérequis. Des prérequis, oui, parce que dans ces formations-là, on comprendrait par exemple qu'il ne suffit pas simplement, l'émetteur n'envoie pas simplement les messages à un destinataire sur un canal dans un contexte bien déterminé. Mais il faut connaître les destinataires. Le destinataire ici, c'est votre interlocuteur. Si vous ne maîtrisez pas votre interlocuteur, il est difficile ou il serait compliqué pour vous d'émettre d'abord un message qui soit pertinent, que vous utilisez le canal qu'il faille et pour que vous puissiez le faire dans un contexte bien déterminé. Je vous donne un exemple très simple. Lors des missions de cadrage que nous avions faites dans le lancement de cette activité de soutien aux forêts à biodiversité, nous avons fait une mission de cadrage au Kivu et en discutant avec les parties prenantes nous ont fait comprendre qu'ils adhéraient au processus de foresterie communautaire pour sécuriser leurs terres contre toute expropriation. Donc, ce processus de concession de forêts de communauté au niveau du Kivu, c'est d'abord un processus de sécurisation foncière. Alors qu'en Équateur, le processus, l'adhésion au processus, c'est plus pour pouvoir bénéficier, exploiter la terre. Donc, chacun arrive avec ses motivations. Maintenant, il est nécessaire et important, madame, de comprendre ces motivations. C'est là où l'ancrage socio-anthropologique est extrêmement important pour toute personne qui voudrait faire de la communication environnementale. Il faut comprendre 3 éléments importants. Comprendre d'abord les personnes, les communautés auprès desquelles vous voulez émettre les messages. Il faut comprendre le cadre normatif, c'est-à-dire les us et coutumes, et puis comprendre à la fin les fameuses ressources en question. Chez les Mongos, par exemple, mais Nzombo, la femme ne mange pas les Nzombo. C'est comme ça chez eux. Donc, si vous comprenez que chez les Bamongo, les Mongos de l'Équateur, les femmes ne mangent pas les Nzombo, vous aurez à comprendre d'abord quelle est la société Mongo, et puis quels sont les us et coutumes de Mongo. C'est une société patriarcale, et les ressources, les sulures, en fait, les Nzombo, pour les avoir, il faut entrer dans les marais, c'est une pêche assez compliquée, donc c'est un peu le trophée des hommes. Donc, quand on comprend la chose dans ces contextes-là, on pourrait alors développer une sorte de communication pour le changement des normes sociales qui tiennent compte des susceptibilités des uns et des autres. Donc, ce n'est pas simplement venir donner l'information, mais c'est aussi comprendre tous ces contextes-là. Et ces contextes-là, pour le comprendre, comme vous l'avez dit, demandent d'être outillés en amont. Et au niveau de la mise en œuvre des activités, c'est nourrir des autres collègues, des autres desk économie, desk droit et consorts. Et lorsque vous serez en train de développer votre stratégie de communication ou votre marketing social, vous êtes sûr et certain d'influencer les connaissances, les attitudes et les pratiques. Ce qui, malheureusement, dans les contextes actuels, fait énormément défaut. Parce que vous verrez quelqu'un qui anime une émission environnementale, ce n'est pas très différent de la chronique musicale. Et donc, ce sont des gaps qu'il est extrêmement important de pouvoir élever. Alors, on va rester dans ce volet formation. C'est vrai qu'il y a les partenaires qui peuvent venir en appui, mais le gouvernement central aussi a une part de responsabilité. Bon, le gouvernement central aura toujours une part de responsabilité en tout et pour tout. Il y a
En son temps, j'ai vu les ministères de l'Environnement et les gestionnaires des ministères de l'Environnement et de l'Éducation lancer les processus d'éducation environnementale, pilote, mais je ne sais pas avec le changement des ministres où en sommes-nous actuellement. J'ai essayé de vérifier, je n'ai pas trouvé grand-chose de la suite. C'est aussi ça le problème au niveau de l'administration publique, c'est la gestion de la connaissance. C'est-à-dire aujourd'hui, lorsque, un peu comme le disait Bill Clinton, j'aime bien me référer à la musique, Bill Clinton disait mon père soka keya me makanyanso. Cette théorie-là existe aussi dans l'administration, c'est-à-dire lorsqu'une personne ou une autorité ou un gestionnaire de portefeuille part, toutes les initiatives qui étaient siennes, il part avec, et c'est le remplaçant. On fait table rase. On fait tabula rasa et le remplaçant ne s'approprie pas. Et se disant peut-être que si je m'en approprie, c'est lui qui aura le laurier. Messieurs et dames, nous gérons la chose publique. La chose publique, dans la chose publique, il y a le principe de la continuité de l'effectivité du pouvoir. Il y a d'abord ces problèmes d'appropriation des initiatives, mais il y a aussi ces problèmes de décalage, de déphasage, de cassure entre Kinshasa, les provinces, les territoires et les secteurs. Vous allez vous rendre compte qu'un certain nombre d'initiatives qui sont menées restent dans les cercles des cabinets ministériels et du secrétariat général avec quelques directions générales. Mais pour que ces initiatives-là soient suffisamment appropriées au niveau provincial, des coordinations provinciales ou des divisions provinciales, c'est un souci majeur. Et lorsqu'est passé de la direction provinciale ou de la division provinciale à l'inspection territoriale, là encore, c'est de la mer à boire. Et lorsqu'on va au niveau le plus bas, qui est au niveau des collectivités, je vous dis, c'est encore un souci. Ce qui fait que un projet comme 1 milliard d'arbres pour la RDC, dans le cadre de la lutte contre la déforestation et la restauration des paysages, c'est un projet qui a fait très bonne presse, de bons reportages, de bonne couverture au niveau du Kinshasa. Et d'ailleurs, les écoles ont été mises à contribution pour ça. On a vu le ministère de l'EPST aussi mettre la main à la pâte. Vous connaissez une collectivité secteur où ça fonctionne? Madame, ce qui se passe, c'est le gouvernement doit fournir des efforts. Et ça aussi, c'est le travail que les partenaires techniques et financiers sont en train de mener pour accompagner le gouvernement réellement à mettre en œuvre ces projets. Mais il y a aussi une part de responsabilité au niveau du gouvernement. C'est une plus grande responsabilité au niveau des entités territoriales décentralisées à s'approprier réellement toutes ces initiatives qui sont mises en œuvre. Je ne cesserai jamais de les répéter. Kinshasa n'est pas la République démocratique du Congo. La principauté de la Gombe n'est pas Kinshasa. Donc, il est nécessaire et important d'aller au-delà de la Gombe, d'aller au-delà de Kinshasa, d'aller au-delà aussi des provinces, mais pour savoir que le plus grand enjeu, si nous voulons protéger l'environnement, c'est au niveau local. Monsieur Mavinga, on me fait signe qu'on tend vers la fin de cette émission. Alors, est-ce que vous pensez aujourd'hui que les médias peuvent arriver à influencer les décideurs et même alimenter de nouveaux engagements en intensifiant et même en diversifiant l'information sur les questions environnementales? C'est un très long processus, madame. C'est un processus, comme je vous l'ai dit, qui nécessite des réformes conjoncturelles et structurelles. Comme je pense que il est extrêmement important pour toute station de radio-télévision de savoir que si hier les violences sexuelles étaient d'actualité ou avant-hier c'était la lutte contre les IST et le VIH/SIDA, actuellement nous parlons de Covid, la problématique, la thématique de l'avenir, c'est les forêts, la biodiversité et les terres. Donc cette problématique, cette thématique, c'est l'avenir de tout ce qui est comme mobilisation et cristallisation de l'opinion publique. Donc, il est nécessaire et important qu'au niveau de chaque station de radio-télévision, qu'on mette sur pied un desk forêt, biodiversité et terre pour permettre à ce que cette problématique soit vraiment adressée et suffisamment développée. Vous gagnerez beaucoup. Mais aussi, l'autre élément, c'est
On ne présente pas les émissions environnementales comme les chroniques musicales. Donc, il y a des approches qu'il faut développer, il y a des stratégies. Il y a le théâtre, madame, le télédramatique sur des questions environnementales. Il y a des échanges entre experts. Il y a le dialogue qu'on peut mettre sur pied, médias, communauté locale, administration. Donc, vous pouvez faire ça, faciliter ces dialogues. Et aussi les dialogues monde universitaire et politique. Parce que vous avez l'autre défi que nous avons, c'est que les chercheurs, les scientifiques, le partenaire technique et financier qui accompagne la recherche scientifique, il y a des publications qui sont faites et souvent de très bonne qualité. Mais ces publications devraient servir d'évidence pour permettre aux politiques de pouvoir prendre des décisions sur base des évidences. Or, vous voyez, il y a cette cassure-là. D'une part, les scientifiques vous disent que le Mayandjili, dans son contexte actuel, doit être dragué pour permettre à ce que, avec tout ce qu'il y a comme ensablement, tout ce qu'il y a comme matière plastique, demain, il y aura une inondation. Mais il y a de l'autre côté aussi les politiques qui continuent à faire du lotissement. Donc, il y a cette cassure-là entre la science, la connaissance produite par la science et les décisions politiques qui font que, in fine, on dirait nous sommes à rond-point. Donc, ça, c'est vraiment des choses conjoncturelles qui peuvent être faites. Mais du point de vue systémique, structurel, il y a toute la réforme au niveau de l'éducation nationale qui doit être menée. Mais il y a aussi un certain nombre d'actualisations, des décisions qui doivent être prises. Mais les médias doivent aller à la recherche de l'information. Les médias doivent donner plus de parole aux techniciens, mais lesquels techniciens doivent venir ici avec un langage de plus accessible. Ah oui, il faut que ça soit vulgarisé pour la compréhension. Dans un langage le plus simple. Nous ne parlons pas français dans notre quotidien. Nous ne parlons même pas lingala. Nous parlons quinois. Nous parlons langila. Et même quand vous arrivez à Lubumbashi, le swahili qui est parlé, il est différent. Donc, il faudrait qu'on arrive à développer des stratégies de communication qui atteignent les destinataires dans leur vécu quotidien. Il ne faudrait pas que ça soit comme la cravate qu'on portait au collège. Dès qu'on sort du collège, on les enlève. Non, il faudrait que ça soit dans une perspective du quotidien. Et ça aussi, c'est un effort que les scientifiques que nous sommes doivent fournir pour ne pas que quand on vient ici, on commence à utiliser des termes latins, scientifiques. Qui a le temps de suivre tout ça là? La personne zappe. Donc, voilà un peu. Monsieur Mavinga, ça a été un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Le plaisir est partagé, madame. Voilà. Alors, je rappelle qu'on recevait monsieur Laurent Mavinga, qui est responsable de la communication, collaboration, apprentissage et adaptation à l'activité de soutien aux forêts et à la biodiversité de l'USAID. Et c'est la fin de cet entretien. Merci de nous avoir suivis. Très bonne suite des programmes sur Digital Congo Télévision et FM. Merci.